Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée aux empires chrétiens byzantins et carolingiens. Après avoir consacré plusieurs séances à l'empire byzantin, il est temps maintenant d'aborder quelques aspects de l'empire carolingien. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons centrer notre étude essentiellement sur l'empire carolingien à l'époque de Charlemagne, puisque Charlemagne est le fondateur de l'empire carolingien. Et nous allons surtout nous demander en quoi Charlemagne est la clé de voûte de l'empire carolingien, c'est-à-dire le pilier central sur lequel s'appuie cette immense construction géopolitique qu'est l'empire carolingien à partir du début du IXe siècle. Au cours de cette deuxième moitié de séance consacrée à l'empire carolingien, tu vas maintenant découvrir ce qu'il en est advenu de l'Empire après la mort de son fondateur Charlemagne et comment cet empire si puissant du vivant de Charlemagne s'est retrouvé profondément affaibli et divisé après la mort du grand empereur. Je te rappelle que l'empire carolingien, c'est tout ce qui est en violet foncé et en violet parme, c'est-à-dire plus clair, c'est-à-dire 1 million de kilomètres carrés à peu près, c'est-à-dire une bonne partie de l'empire romain d'Occident au moment du partage de l'empire romain de l'Antiquité en l'an 395. Et en 814, lorsque meurt Charlemagne, eh bien, son héritier, ou plutôt ses héritiers, sont ses fils. Car chez les Francs, donc chez les Carolingiens, seuls héritent du pouvoir et de la couronne les fils. Les filles sont exclues du pouvoir, sont bonnes à marier à des princes, à des rois étrangers, certes, mais ne peuvent pas récupérer le pouvoir pour elles-mêmes. Alors, ce qui va se passer, c'est que Charlemagne a 2 fils. L'un va se débarrasser de son frère pour garder la totalité de la couronne et donc de l'Empire. Et ce fils, c'est Louis le Pieux. Et jusqu'en 841, à la mort de Louis le Pieux, eh bien, le fils finalement gère l'héritage transmis par le père, par Charlemagne, et l'empire carolingien reste géré correctement, reste puissant, reste craint dans toute l'Europe. Mais ça ne va pas durer parce que, à la mort de Louis le Pieux, c'est-à-dire Louis le fidèle, Louis le croyant, Louis le très chrétien, eh bien ça se gâte parce que Louis a 3 fils, ou plus exactement 2 fils plus 1, et que la tradition veut que l'héritage se fasse de manière équitable entre les fils survivants. Alors pourquoi ai-je dit 2 plus 1 ? Bien, tout simplement parce que Louis le Pieux, fils de Charlemagne, a eu 2 garçons légitimes, c'est-à-dire issus de son épouse, autrement dit la reine, enfin l'impératrice quoi. Charles le Chauve et Louis le Germanique. Alors le Chauve et le Germanique sont naturellement des surnoms.
donné notamment par les historiens, parce que ça permet de distinguer Charles le Chauve de la grande quantité de Charles qui parsèment l'histoire de France, et même chose pour Louis. Alors, ils sont frères, mais plus exactement demi-frères, parce qu'ils n'ont pas eu la même maman, tout simplement parce que, comme souvent à l'époque, la reine est morte en couche, c'est-à-dire en donnant naissance à un enfant. Et donc du coup, les deux frères ne sont que demi-frères, mais ils ont le même père. Et surtout, ce père, c'est l'empereur. Chacun a été élevé à la cour de, non pas d'Aix-la-Chapelle, mais ils ont été élevés dans deux régions différentes de l'Empire, auprès de leur famille maternelle. La Francie de l'Est pour Louis le Germanique, c'est-à-dire ces territoires qui donneront plus tard naissance à l'Allemagne, et la Francie de l'Ouest, c'est-à-dire ce qui deviendra le royaume de France. Et même si ces deux Francies, France de l'Ouest et France de l'Est, font partie d'un seul et même empire, c'est quand même révélateur d'une tendance à la fragmentation de l'empire carolingien, fragmentation aggravée par le fait que la Francie orientale et la Francie occidentale commencent à ne plus parler exactement la même langue, puisque Louis le Germanique en Francie orientale a appris le tudesque, c'est-à-dire ce qui correspondrait aujourd'hui à l'allemand, hein, le vieil allemand, alors que Charles le Chauve, lui, va apprendre, ça sera sa langue maternelle, la langue romane, héritée du latin, c'est un peu l'ancêtre du français d'aujourd'hui. Et quand on vit séparé par des milliers de kilomètres, ou du moins des centaines de kilomètres, oui, même des milliers probablement, qu'on ne parle pas la même langue, et que chacun des deux frères est un obstacle à son ambition personnelle d'être le seul à coiffer la couronne impériale, eh ben c'est pas bon signe pour la suite. Et la situation va être compliquée par le fait qu'il y a un troisième frère, ou plus exactement un troisième demi-frère. Et là, la situation est d'autant plus compliquée et inacceptable pour Charles le Chauve et Louis le Germanique que Lothaire est un bâtard. Un bâtard, alors le terme est devenu injurieux parce que ça veut dire très clairement que le papa c'est Louis le Pieux, hein, donc l'empereur, mais la maman n'est pas la reine légitime. Autrement dit, Louis le Pieux a eu une aventure avec une femme qui n'était pas son épouse, et il a eu un enfant d'elle. Il a reconnu l'enfant, le garçon, il a été élevé à la cour, et Lothaire, puisque c'est son nom, se pose donc comme un héritier à la mort de son père Louis le Pieux. Et donc ça veut dire qu'il faudrait partager l'empire carolingien en 3 parts égales. Et en toute bonne logique, Charles le Chauve va prêter serment dans les mêmes termes, exactement, mais cette fois-ci dans la langue de Louis, autrement dit en langue tudesque, qui ne parle pas davantage d'ailleurs, parce que son frère ne parlait le roman. Et donc Charles le Chauve va jurer fidélité, aide, soutien à son frère, à condition que son frère en fasse de même pour lui. Et pourtant, malgré ce soutien froid et calculé des deux frères l'un envers l'autre, ils ne parviennent pas à se débarrasser de Lothaire.
Et finalement, en 843, de guerre lasse, et parce que la survie même de l'Empire carolingien est clairement menacée, les trois frères finissent par se rendre à la raison et vont signer au fond une sorte de traité de paix, dont on connaît d'ailleurs assez mal le détail, puisqu'aucun texte fiable ne nous est parvenu. Il a été signé, ce traité de paix, entre guillemets, à Verdun, c'est-à-dire chez Lothaire, dans la part de l'Empire qui relevait de l'autorité de Lothaire. Ça, c'est un premier signe que Lothaire est le grand vainqueur, finalement, de cette guerre civile. Lui qui n'a pas été éliminé par ses frères. Lothaire qui va d'ailleurs conserver Aix-la-Chapelle et son palais, mais aussi le contrôle de Rome, la capitale religieuse de l'Empire, et pour cause, c'est lui qui portera la couronne impériale. C'est à ce prix que l'unité de l'Empire est malgré tout conservée, en apparence. En apparence, vu de l'extérieur, l'Empire carolingien est intact, il est en un seul morceau. C'est tout ce qui est contenu à l'intérieur du trait rouge qui marque les limites, les frontières de l'Empire carolingien à la mort de Louis le Pieux. Le père des trois, Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire. Mais en réalité, comme on peut le voir sur cette carte, l'Empire carolingien est fragmenté. Car même si Louis et Charles reconnaissent du bout des lèvres l'autorité de Lothaire, en réalité il n'en est rien. Et d'une certaine manière, on peut dire que l'Empire carolingien a éclaté en trois morceaux. Donc la Francie occidentale de Charles le Chauve à l'ouest, ce qui est en bleu, avec Paris. La Francie orientale à l'est du Rhin, avec Mayence comme capitale. Et puis cette longue bande de territoire, ce couloir territorial qui sépare la Francie occidentale de la Francie orientale, de la mer du Nord à la mer Méditerranée, que l'on appelle la Lotharingie, du nom de l'empereur Lothaire. Et ça, cette division durable de l'Empire carolingien va affaiblir considérablement l'Empire. Quand bien même la paix est réinstaurée entre les frères, le prix à payer va être très lourd. Parce que, comme le montre la carte, les peuples voisins, les peuples barbares voisins de l'Empire carolingien, il ne leur a pas échappé que l'Empire s'est affaibli. Et ils vont en profiter, parce que l'Empire carolingien est affaibli, divisé, affaibli, mais il est riche. Et ça, c'est d'autant plus tentant. C'est d'autant plus tentant pour les trois grands peuples barbares que sont au nord les hommes du nord, les Normen, qui donnera en français les Normands, et qu'on connaît aussi sous le nom de Vikings. Mais aussi en Europe centrale de l'Est, les Hongrois. Mais aussi au sud, venant de l'Afrique du Nord, les Sarrasins qui vont déferler sur l'Empire. Et alors chacun aura sa menace particulière, si je puis dire, puisque les Normands vont s'attaquer... Bon, en fait, ils vont s'attaquer à tout le monde, puisqu'ils déferlent depuis la mer du Nord, donc ils attaquent les deux Francies et aussi la Lotharingie, mais ils vont attaquer prioritairement la Francie occidentale.
Les Hongrois, du fait qu'ils sont à l'est de l'Europe, eux, leur cible, c'est la Francie orientale. Quant aux Sarrasins, un peu comme les Vikings finalement, ils attaquent essentiellement la Francie occidentale, mais aussi et surtout la Lotharingie qui est face à eux. Donc, au moment où l'Empire est divisé et affaibli, il est attaqué par de nouvelles invasions barbares au IXe et Xe siècle. Et ça tombe particulièrement mal parce qu'un empire divisé, affaibli, se défend beaucoup moins bien. Et c'est bien ce qu'a compris un homme d'église, Florus de Lyon, qui pleure, qui verse des larmes amères sur l'éclatement de l'Empire, sur le pacte de Verdun de 843, et en fait il résume tout en quelques phrases. Il n'y avait qu'un prince et qu'un peuple, aussi la nation franque brillait-elle aux yeux du monde entier. Pleurez, race des Francs, car l'Empire gît à présent dans la poussière. Naguère si bien uni, il est divisé en 3 lots, autrement dit 3 royaumes. Il n'y a plus personne qu'on puisse considérer comme empereur, c'est-à-dire comme l'homme de la situation, à l'autorité incontestable. Et du coup, chaque partie de l'Empire carolingien se débrouille comme elle le peut, avec les rois et les comtes dont elle dispose, plus ou moins efficaces. Et il faut reconnaître qu'en ce qui concerne par exemple la Francie occidentale, donc la future France, les Vikings, les Normands, s'en donnent à cœur joie, puisqu'ils ne se contentent pas d'attaquer les littoraux, les côtes de la mer du Nord puis de la Manche, mais grâce à leurs navires à fond plat, sculptés à la proue avec des têtes de dragons destinées à épouvanter les Carolingiens qui les voient arriver, hein, ces navires, ces barques à fond plat qu'on appelle des dracars, eh bien les Normands, les Vikings remontent les fleuves et même les rivières et sillonnent la Francie occidentale et multiplient les attaques, les massacres et les pillages. Et la liste est longue, et elle en dit long sur l'incapacité des Carolingiens à défendre l'Empire, et tout particulièrement le royaume de Francie occidentale, dans le cas présent. Et ce que reproche tout aussi amèrement un homme d'église qui l'a consigné dans un témoignage, c'est que les Carolingiens, ces fils des Francs invincibles, impitoyables, eh bien, ces Francs-là ne valent plus grand-chose, puisqu'ils se laissent faire par les Vikings, et qu'au lieu de résister les armes à la main, et s'il le faut de mourir les armes à la main, les Carolingiens ont pris la détestable habitude de s'enfuir, d'abandonner leurs maisons, leurs richesses, ou pire encore, de négocier avec les Vikings, c'est-à-dire à l'arrivée des Vikings, au lieu de défendre les richesses, les villages, eh bien, on abandonne toutes les richesses devant les portes pour que les Vikings se servent, avec l'espoir qu'ils iront massacrer, piller, brûler ailleurs. C'est un peu comme si une banque aujourd'hui ouvrait le coffre-fort et puis laissait sur le trottoir devant la porte d'entrée toutes les valeurs qui d'habitude sont enfermées, protégées par le coffre-fort, à l'intention des braqueurs de banque,
pour que les braqueurs de banque ne rentrent plus dans la banque et ne prennent en otage la foule, tirent dans le plafond, etc. C'est exactement la même chose. Et donc, l'Empire carolingien est en train littéralement de s'effondrer parce que les Carolingiens eux-mêmes ne le défendent plus. Bon, il faut dire que l'Empire carolingien se porte très mal parce qu'en réalité, l'Empire carolingien, pour ainsi dire, a disparu. Il a disparu au cours du Xe siècle. Bon, je passe les détails parce que ce n'est pas notre programme. Mais en fait, ce qui reste de l'Empire carolingien va devenir le Saint-Empire. Bon, c'est plus court à retenir comme nom. Et c'est surtout un territoire beaucoup plus petit. Nous sommes en 962 quand l'Empire carolingien disparaît officiellement, remplacé par le Saint-Empire. Et le Saint-Empire qui est en rose sur la carte de gauche correspond à une partie de la Lotharingie de 843 et une partie aussi de la Francie orientale. Mais comme on peut le voir, la Francie occidentale, c'est-à-dire la future France, n'apparaît plus dans les limites du Saint-Empire. Tout simplement parce que la France occidentale a pris ses distances avec un empereur qui de toute façon n'existait plus, avec un empire qui était incapable de la défendre. Et en 987, le comte de Paris, dont les territoires apparaissent en rouge autour de Paris, Senlis et Orléans, le comte de Paris, qui s'appelle Hugues Capet, va se retrouver à la tête de ce qui ne s'appellera désormais plus la Francie occidentale, mais tout simplement la Francie, ou ce qu'on pourrait appeler le Royaume de France. Nous sommes en 987 et le Saint-Empire voit la France de l'Ouest, sortir totalement de son influence et prendre son indépendance. Et on voit sur ce timbre-poste édité par la Poste française en 1967, une représentation qui n'a rien de totalement historique d'ailleurs, de l'élection du premier roi des Francs, donc Hugues Capet, qui n'a pas été véritablement proclamé, mais plutôt élu, comme le montre cette illustration, c'est-à-dire que les grands seigneurs de Francie occidentale ont choisi de se soumettre à l'autorité de l'un d'entre eux, donc le comte de Paris, Hugues. Et ce qui est intéressant, il y a deux choses intéressantes, c'est que l'évêque de Reims, Adalbéron, est représenté sur la gauche avec sa mitre. Il est le seul ici à ne pas être un chevalier en armes, mais un homme d'église. Et il a pesé de toute son influence sur le choix du Capet. Et il le sacrera d'ailleurs dans la cathédrale de Reims 2 jours après le vote. Manière de clore le débat sur la légitimité du Capet. Il a été couronné, sacré par l'Église, donc par Dieu, sur les lieux mêmes où Clovis, ce roi fondateur des Francs, avait été baptisé en son temps. Et surtout, si Hugues Capet a été choisi, c'est à la place d'un autre candidat qui s'appelait Charles de Lorraine, et très proche de l'empereur du Saint-Empire, et dont ne voulaient surtout pas les seigneurs français. Donc le divorce est réellement consacré entre le royaume de France qui naît en 987 et le Saint-Empire hérité du Saint-Empire romain germanique. C'en est bel et bien fini en 987 de l'unité
carolingienne.